Bonjour mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Sébastien Rouvin, directeur général adjoint de Milisaire et Munch France, en charge de la partie commerciale, développement et réseau. Au nom de toute l'équipe M&M, je souhaite d'abord vous remercier de votre participation à l'événement Rencontre Africa spécial Algérie. L'Algérie est un marché à fort potentiel pour les entreprises françaises à l'exportation. Mais l'Algérie est un marché complexe. Exporter vers l'Algérie ne s'improvise pas et il convient de maîtriser l'ensemble des règles et des spécificités propres à toute opération dans un contexte réglementaire qui évolue de plus régulièrement. C'est tout l'objet de cette intervention qui va suivre, dans laquelle notre expert, Sébastien Bibé, responsable de ligne Algérie chez M&M France, abordera différentes thématiques afin de vous donner les clés pour essayer de réussir et sécuriser au mieux vos exportations à destination de l'Algérie. Au niveau de l'agenda, après quelques informations sur les chiffres et les données économiques, et notamment les liens commerciaux entre la France et l'Algérie, nous aborderons toute la partie réglementaire, la partie réglementation, et vous constaterez par vous-même que la rigueur et l'anticipation sont des clés importantes de la réussite d'une opération. Nous aborderons ensuite la partie Incoterm, puis les différents modes de transport utilisés sur la ligne Algérie, pour finir par les grandes étapes locales d'un circuit de dédouanement en Algérie. Les modes de paiement sont également une composante très importante de toute opération à l'export, d'une manière générale. C'est pourquoi nous aurons le plaisir d'écouter les conseils et l'éclairage de M. Djaïd Chekchak de la BNP Paribas à Alger. Dans la continuité de l'intervention, vous aurez l'opportunité de nous faire part de vos questions et ou de partager également vos expériences. Pour l'occasion, et en complément des conseils de nos experts, Monsieur Sofiane Mechri, directeur des opérations chez M&M Algérie, sera à votre disposition pour y répondre. Bien, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Je laisse donc la parole à nos experts et vous souhaite de passer un agréable moment en leur compagnie. On enchaîne donc avec quelques données économiques et comment dirais-je, une photographie globale des échanges économiques entre l'Algérie et la France. D'une manière générale, donc l'Algérie est quand même un pays jeune, avec 30% de la population qui a moins de 15 ans, avec quasiment bientôt 45 millions d'habitants. L'un des points important au niveau commerce, de manière globale à signaler, c'est que la balance commerciale est négative, un petit peu moins de moins 10 milliards de dollars. Un focus sur les échanges commerciaux France-Algérie. Aujourd'hui, la France est un fournisseur privilégié de l'Algérie. Il en est d'ailleurs le deuxième derrière la Chine. Et d'une manière générale, l'Algérie importe beaucoup de produits industriels, tout ce qui est agroalimentaire également, du pharma, et évidemment, dans le cadre des activités pétrolières, tout ce qui est lié à l'oil and gas, équipements divers et variés. Et la France fait partie des premiers fournisseurs de cette typologie de produits. Le contexte économique global pour l'Algérie, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il y a un, réduire la facture des importations de produits finis, réduire la balance commerciale, en tout cas qu'elle soit moins déficitaire, et en parallèle promouvoir la production nationale afin justement de créer de la richesse, de la devise et des exportations.
D'une manière plus détaillée, au niveau de l'actualité réglementaire, le contexte que j'ai expliqué précédemment s'explique aujourd'hui et se comprend du fait qu'il y a une baisse des revenus pétroliers, premièrement. Deuxièmement, il y a une vraie volonté de soutenir l'investissement et la production nationale. Et donc le contexte global, c'est bien évidemment, comme je le disais précédemment, de réduire la facture des importations, rééquilibrer cette balance commerciale. Dans ces enjeux-là et dans ce contexte, il est important de définir deux typologies d'entreprises. En Algérie, deux types d'opérateurs. Les sociétés qui font de la revente en l'état, donc qui importent des produits transformés et qui seront revendus ou distribués en Algérie, ou la deuxième typologie d'entreprise, les sociétés de production ou d'assemblage, qui sont des sociétés qu'on appelle utilisateurs finaux et qui vont avoir un statut en Algérie de fonctionnement, qui est un terme un peu hybride, qui signifie que les importations qu'elles vont faire seront pour leurs intrants ou pour leur utilisation finale. Quelques éléments de réglementation, quelques informations sur la réglementation, notamment pour les sociétés qui font de la revente en l'état. Je vous laisse en prendre connaissance. De manière simple, il faut bien comprendre que l'Algérie veut, dans le contexte de réduction de la facture des importations, a effectué mis en place des réglementations assez contraignantes, dont notamment un blocage de la somme de la transaction entre le client et le fournisseur de 120% de la somme pré-domiciliée 30 jours à l'avance avant l'expédition, ce qui est quand même contraignant financièrement et contraignant aussi en termes de rotation de produits, en termes de réassort de produits. L'attestation de libre commercialisation a aussi été mise en place courant début 2018. C'est un document qui doit être simplement visé par la Chambre de commerce. La Chambre de commerce ne s'engage pas, mais par contre elle vise simplement le document, et ce document fait partie, doit être donné par le réceptionnaire algérien au moment de la prédomiciliation 30 jours avant l'expédition. À noter qu'en 2019, la liste des produits interdits a été supprimée. Néanmoins, elle a été compensée par une DAPS qu'on appelle donc droit additionnel provisoire de sauvegarde, qui est une taxe sur certains produits donc importés, qui va de 30 à 200%. La liste, nous pouvons vous la procurer sans difficulté. D'une manière générale, la moyenne tourne autour des 60-80% de taxes selon les produits. Et dernièrement, toujours pour les produits revendus en l'état au détail, la loi de finances 2021 a mis en place l'instauration du paiement dit à terme, c'est-à-dire que la transaction entre fournisseur et client ne peut pas être inférieure à 45 jours. 45 jours, date d'expédition. Le titre de transport faisant foi, cela signifie que, de manière concrète, la remise documentaire à vue, par exemple, n'est plus possible. Elle sera à minima indiquée remise documentaire à échéance 45 jours. Monsieur Djadjak développera ceci certainement tout à l'heure, mais c'est important que vous le sachiez. Dans le millefeuille des réglementations et des contraintes de temps qui sont données dans une transaction de ce type de produit, les 45 jours peuvent créer encore un décalage de trésorerie, et c'est important que vous le sachiez en tant qu'exportateur. A contrario, les sociétés de production ou de fabrication, elles, ont eu plus de facilité et ont par nature moins de difficultés à engager des opérations d'importation et par définition à importer. En effet, ces types d'entreprises sont exonérées de
visite de la DCP, la Direction de la concurrence et des prix, sauf pour des HS codes bien spécifiques, mais généralement, elles sont exonérées, ce qui, entre guillemets, enlève une étape dans le processus de dédouanement et fait gagner tout de même quelques jours de dédouanement par rapport aux produits qui sont importés et aux produits importés transformés. Le statut d'OEA aussi est assez important puisqu'il permet à un nombre d'entreprises industrielles qui se sont enregistrées de pouvoir dédouaner plus vite leurs produits. En effet, du moment que le dossier est complet chez le réceptionnaire algérien, il a la capacité, via ce statut d'opérateur économique agréé, de dédouaner quasiment dans la journée la marchandise du moment que le client a toute sa documentation et que la marchandise, bien entendu, est arrivée. Il reste néanmoins certains codes douaniers qui sont soumis à d'éventuelles visites de douane ou contraintes documentaires supplémentaires, mais d'une manière générale, le dédouanement pour les sociétés qui ont ce statut-là se fait très rapidement. Ce qui est évidemment un point très important pour que ces industriels puissent gérer leurs approvisionnements et puissent planifier leurs importations sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile dans un contexte d'entreprises qui ne font que de l'importation de produits transformés et revendus en l'état. C'est important que vous ayez bien la nuance donc entre les sociétés qui vont faire de l'importation et de la revente, qui ont donc toutes les batteries de réglementation que j'ai expliquées précédemment, et les sociétés de production ou de fabrication qui, elles, ont quand même beaucoup moins de contraintes, même si voilà, il y a tout de même un panel de documents à respecter. Le processus de douane est quand même beaucoup plus fluide. Donc l'exportateur, vous êtes tenu de gérer une documentation à l'export, qui se fait généralement dans la règle de l'art vis-à-vis des douanes françaises, ou en tout cas vis-à-vis voilà, des autorités au départ. Pour l'Algérie, il en demeure pas moins qu'il faut ajouter certains documents, ou en tout cas bien avoir conscience de tout le listing des documents dont vous êtes tenu d'effectuer. Vous en prendrez connaissance sur le slide que vous verrez. D'une manière générale, outre les documents usuels que vous devez fournir, il est important d'avoir conscience que quand bien même vos produits sont d'origine européenne et qu'ils sont éligibles à l'EUR1, qui donc décrit l'origine préférentielle, il faut tout de même faire un certificat d'origine en parallèle, même si ces documents sont redondants, il faut les présenter aux autorités compétentes en Algérie, donc il faut que vous les éditiez. Un point de vigilance, en tout cas un point important parmi les documents qui sont cités sur ce slide, il est important que vous indiquiez le code NIF, qui est le numéro d'identification fiscale de l'importateur, sur tous vos documents d'export, que ça soit sur votre packing list, facture, et sur vos documents de transport. Ce numéro, cet identifiant qui doit être donné par votre client, doit être partie intégrante de, entre guillemets, l'adresse de votre client, et doit être figuré à la fin, un petit peu comme en Europe avec le code TVA, tout simplement. Dans le contexte de votre documentation, vous trouverez quelques points de vigilance sur lesquels nous attirons votre attention. Il est important, et je le répète, d'indiquer ce numéro d'identification fiscale sur chaque document. Il vaut mieux ne rien faire partir comme document plutôt que, s'il n'y a pas le code NIF, plutôt que de les faire partir. Ça peut créer un problème de blocage à destination. Il est aussi important que vos documents soient vraiment concordants entre ce que vous allez expédier et ce que vous allez déclarer et ce que vous allez mentionner sur votre document, sur vos documents. C'est la règle d'or, il doit y avoir une stricte concordance au niveau documentaire entre ce qui part physiquement et ce que vous déclarez, tant au niveau du poids, au niveau des désignations et au niveau des valeurs, bien entendu. Et évidemment aussi au niveau du masque de votre facture, le nom du réceptionnaire, l'adresse, etc. C'est très important puisque là aussi, cela permettra, si tout est fait dans la règle de l'art, cela permettra à votre client, quel que soit son statut d'ailleurs, de pouvoir dédouaner dans les règles de l'art et de manière fluide.
À noter aussi pour les produits dangereux que les expéditions maritimes sont soumises à l'aide d'engagement, ce qui signifie que vous ne pourrez pas faire partir de marchandises en Algérie tant que votre client ne vous a pas envoyé la lettre d'engagement, qui est un document à faire au niveau de la capitainerie du port d'arrivée de votre client et au niveau de l'armateur ou du dégroupeur. Tant que votre client en Algérie ne vous a pas envoyé le scan de ces documents, ne faites pas partir votre marchandise et de toute façon, le transporteur est là pour veiller et ne fera pas partir les marchandises sans ce document. C'est tout de même un point de vigilance important pour vous. Évidemment, pour finir, il faut aussi s'assurer, pour les expéditions de produits dits revente en l'état, que les dates concordent avec les dates éligibles de départ et que votre marchandise peut partir. Ça, avec un bon échange et un échange régulier avec votre client en Algérie, cet écueil peut être évité. Un mot sur les incoterms utilisés sur l'Algérie. Aujourd'hui, d'une manière générale, 3 incoterms reviennent assez fréquemment sur l'Algérie. Le CFR, qui est un incoterm maritime, qui est très utilisé sur l'Algérie. Le CPT, qui est l'incoterm multimodal, est plutôt utilisé pour les expéditions en aérien ou groupage. Et le FOB, qui désigne une prise en charge de la marchandise jusqu'au port de départ, ce qui signifie que le fret sera payé à l'arrivée par votre client. J'attire votre attention sur le fait que cet incoterm n'est pas forcément cohérent avec le mode de paiement que vous avez. Le CFR est privilégié notamment lorsque vous expédiez en crédit documentaire avec des fortes valeurs. À noter que l'incoterm départ usine n'est pas autorisé par les banques en Algérie et par la Banque centrale algérienne, sauf certaines dérogations pour certains opérateurs algériens, mais cela reste extrêmement rare. Donc je vous conseille de privilégier ces 3 incoterms qui sont la règle, qui sont assez utilisées et usuelles en Algérie. D'une manière générale, plusieurs modes de transport sont disponibles sur ce pays pour expédier vos marchandises. Vous avez l'aérien premièrement, qui est un mode de transport évidemment perturbé depuis une année du fait de la situation sanitaire, mais qui habituellement est un moyen de transport assez utilisé, notamment pour les marchandises de faible volumétrie. L'avantage de l'aérien, c'est qu'il est possible de délivrer vos clients en zone intérieure en Algérie, puisque aujourd'hui l'Algérie dispose de 7 aéroports qui peuvent accepter des marchandises. Vous les verrez sur le slide, donc c'est un point positif. Évidemment, c'est un mode de transport sécurisé et rapide. En contrepartie, évidemment, les capacités sont limitées, a fortiori depuis une année avec la situation sanitaire, mais en période normale, en période estivale et sur les périodes de fin d'année, c'est un mode de transport assez difficile puisqu'il y a assez peu de place dans les avions. Évidemment, c'est un mode de transport assez coûteux, donc qui est à utiliser avec parcimonie, ou en tout cas en fonction de la volumétrie de vos produits, du poids et de la valeur de vos produits. Le mode de transport conventionnel. Il est adapté pour les engins hors gabarit ou pour les matériaux de travaux publics qui sont assez fréquemment envoyés sur l'Algérie. C'est un mode de transport qui est assez connu en Algérie puisqu'avant, beaucoup de marchandises circulaient en conventionnel. Comme l'Algérie a la spécificité d'avoir plusieurs points d'entrée portuaires, de l'ouest jusqu'à l'est, comme vous le voyez sur le slide, il y a 8 ports de capacité. C'est un mode de transport qui est assez connu. Aujourd'hui, il est moins fréquent sur l'Algérie, tout simplement parce que les compagnies préfèrent expédier en conteneur. Et puis, il y a aussi des solutions groupage, mais ça reste un mode de transport adapté pour du hors-gabarit et ça reste sécurisé. La remorque. La remorque est un mode de transport intéressant pour les grands volumes, intéressant aussi pour les expéditions spéciales, par exemple remorque bâchée pour des marchandises ne pouvant être chargées par l'arrière. C'est un point positif. Il permet aussi d'éviter les ruptures de charge en cas de chargement de marchandises volumineuses ou ne pouvant subir de rupture de charge.
En revanche, le coût est quand même assez élevé par rapport à du container, puisque vous payez le retour à vide, puisque les marchandises il n'y a pas d'export, en tout cas pas d'export régulier depuis l'Algérie vers d'autres destinations. Donc le retour à vide est inclus dans le prix. Et il y a aussi peu de capacité nautique, puisqu'aujourd'hui, la majorité des navires qui opèrent sur l'Algérie sont des navires porte-containers. Les navires ro-ro qui opèrent sur l'Algérie ne sont pas présents en grande quantité, donc il y a moins de rotation possible. Le conteneur complet est aujourd'hui le mode de transport vraiment le plus utilisé sur l'Algérie. Il est reconnu et connu par tous les opérateurs et il a l'avantage de pouvoir vous permettre, vous exportateurs, de délivrer sur tout le territoire algérien, en tout cas sur tous les ports que j'ai précédemment indiqués. Les compagnies maritimes desservent d'une manière générale tous les ports sur l'Algérie en fonction de leur rotation et en fonction de leur organisation, mais il vous est possible de délivrer tous les ports en Algérie grâce à du container. Les tarifs, évidemment, sont moins chers que la remorque. En revanche, il y a quelques désavantages. Parfois, certains ports sont congestionnés du fait de pics d'activité ou du fait de problèmes portuaires à l'arrivée. Il y a aussi quelques difficultés sur des périodes de pic d'activité, notamment les fins d'année, Ramadan ou période estivale. Donc il faut prendre vos précautions par rapport à ça. Cela reste néanmoins le mode de transport le plus usité sur l'Algérie. Le groupage aujourd'hui est un mode de transport qui devient de plus en plus intéressant pour vous exportateurs, mais aussi pour les réceptionnaires en Algérie, notamment parce que fatalement, vous n'allez payer que le transport, le volume utilisé ou le poids utilisé dans l'unité de groupage, donc le tarif est adapté à votre besoin. Il y a aussi un avantage puisqu'il y a une traçabilité de bout en bout, notamment pour les opérateurs qui sont installés en propre en Algérie et qui travaillent, j'ai envie de dire, main dans la main. Et vous pouvez avoir des informations en temps réel par rapport à vos arrivages et par rapport au statut des marchandises. Le point positif aussi, c'est que le dangereux est accepté, notamment sur Alger, ce qui vous permet, notamment pour des marchandises à forte valeur ajoutée, de pouvoir expédier via ce mode de transport en toute sécurité. Le point négatif aujourd'hui, c'est que pour l'instant, ce type de service n'est limité qu'à 2 ports sur l'Algérie. Tout ceci pour des questions d'organisation et d'installation portuaire sur tous les ports d'Algérie. Pour poursuivre avec les modes de transport, enfin plutôt 2 focus, notamment sur le cas des ports secs. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler en tant qu'exportateur ou en faisant le point avec vos clients. Une définition de ce que c'est les ports secs, ce sont des zones de dédouanement déportées pour conteneurs complets et pour le groupage qui sont rattachées à un guichet unique pour le dédouanement. Les ports secs ont été créés pour désengorger notamment le port d'Alger qui a été congestionné et l'intérêt c'est que votre client à destination va effectuer tout le process de dédouanement sur cette aire de dédouanement déportée qui sera plus fluide que sur le port d'Alger ou sur le port d'Oran, qui sont souvent congestionnés et dont les opérations de dédouanement sont assez difficiles. À noter aussi que les ports secs, en tout cas ceux qui en sont équipés, ont des parcs à feu qui permettent de transférer les marchandises en dangereuse. Donc ça veut dire que vous pouvez, en tant qu'exportateur, expédier vos marchandises en toute sécurité en dangereux. Évidemment, si vos documents sont parfaits et si vous avez votre lettre d'engagement, et votre client en Algérie pourra dédouaner sur le port sec où la marchandise sera transférée dans la zone prévue à cet effet. J'attire votre attention sur un point important, notamment sur les ports hors Alger, qui ne disposent pas de port sec. D'une manière générale, il n'y a que sur Alger en ce moment qu'il y a des ports secs, des parcs à feu. Cela signifie que vous devez absolument vérifier avec votre client s'il pourra bien dédouaner tout de suite la marchandise à l'arrivage du conteneur ou de la marchandise. Pour les ports secondaires, cela signifie que vous devez
autant que faire se peut, mettre au moins un connaissement oblicartable de bord ou par courrier express, en parallèle de l'envoi de la marchandise, et aussi un nombre de documents à expédier, notamment facture, packing list et éventuellement le UR1, pour que votre client puisse commencer à dédouaner tout de suite quand le conteneur il arrive. Ça, c'est très important, parce que sinon, il y a un risque de remport, c'est-à-dire que la marchandise pourra rester sur le bateau et repartir à l'envoyeur, ce qui va générer des surcoûts et un manque de fluidité dans votre transaction. Quelques informations par rapport au circuit douanier. Ce qu'il faut retenir, et le point le plus important, en tout cas pour vous en tant qu'exportateur, c'est de bien comprendre que votre client va pouvoir démarrer son process de douane une fois qu'il aura son transitaire local aura le dossier complet entre ses mains. Ce qui signifie que selon le mode de paiement qui est mis en place entre vous et votre client, il faut que vous puissiez envoyer vos documents par le canal bancaire le plus vite possible, pour que votre client puisse dédouaner le plus vite possible, en tout cas pour commencer le processus de dédouanement le plus vite possible. Ce processus de dédouanement, indépendamment du mode de transport qui aura été utilisé, va démarrer une fois que la marchandise sera arrivée. Il y a donc un avis d'arrivée qui est émis par la compagnie maritime ou par la compagnie aérienne ou par le dégroupeur. Et votre client doit avoir la documentation complète pour attaquer le dossier de dédouanement. L'étiquetage est aussi une procédure très importante dans le processus de dédouanement. En tout cas, c'est une étape incontournable. Elle est obligatoire pour les produits qui seront vendus en l'état au détail, et cette étiquette doit être conforme à la réglementation algérienne et collé ou indiqué sur chaque unité de vente. C'est un point important puisque ces éléments sont contrôlés au moment du dédouanement par la DCP. À noter aussi que, en parallèle de ces étiquetages, la DCP contrôle les origines. Donc, il vous faut absolument vérifier la parfaite concordance des origines déclarées et des origines expédiées. J'en reviens donc à la parfaite concordance documentaire précédemment citée. La concordance, elle est aussi importante au niveau physique. Il faut que vos produits soient parfaitement marqués et parfaitement identifiables au moment de la visite de douane pour éviter que le dossier soit bloqué ou qu'il y ait un problème avec la DCP. Quelques informations pour que vous puissiez aussi comprendre le processus au niveau des souffrances douanières. Il est important de savoir que du moment que la marchandise arrive en Algérie, le réceptionnaire algérien et son transitaire disposent de 21 jours pour introduire la déclaration dans le système douanier. J'en reviens donc à l'intérêt et l'importance d'accélérer et de mettre vos documents, de remettre votre document à votre banque pour que votre client puisse avoir lui-même ces documents le plus vite possible et éviter cette amende en douane qui est de 50 000 dinars, ce qui n'est pas rien, et ce qui placerait la marchandise en statut de souffrance. Vous verrez sur le slide les différents niveaux ou paliers de souffrance qui sont mis en place. Évidemment, le but est d'éviter ce genre de situation, et puisque à chaque étape de souffrance, il faut ensuite que le réceptionnaire algérien ou que le transitaire demande des mains levées au niveau de la douane, et ça retarde le dossier. Donc évidemment, l'intérêt pour vous en tant qu'exportateur, si vous voulez que votre client algérien vous recommande vos produits le plus vite possible et qu'il importe vos produits, que ce soit pour des produits finis ou pour son utilisation finale, l'intérêt, c'est que vous soyez bien affûté au niveau documentaire, que tout concorde, que vous fassiez votre remise en banque dans les règles de l'art pour lui éviter ses souffrances douanières et ses décalages de délai de dédouanement. D'ailleurs, vous verrez sur le slide voilà, des données indicatives sur le délai de dédouanement, qui sont évidemment à confirmer et qui restent des données purement indicatives. D'une manière générale, les produits revendus en l'état se dédouanent fatalement moins vite que les intrants à la production, puisque ce type de produit a plus de
contraintes réglementaires et documentaires. Les intrants et les produits qui sont destinés à la production locale, eux, peuvent se dédouaner dans les règles de l'art en une huitaine de jours, date d'arrivée et ou d'obtention des documents de la transaction par le transitaire local. Retenez donc que d'une manière générale, toute anomalie documentaire peut créer un décalage dans le dédouanement du produit. Il peut aussi faire placer les marchandises en statut de souffrance et générer aussi des surcoûts importants en Algérie, notamment au niveau du frais de magasinage et de surestarie. En effet, en Algérie, lorsque les marchandises arrivent sur le territoire algérien, quel que soit le mode de transport, il y a du stockage ou du magasinage qui est facturé. Donc l'intérêt, au-delà de la parfaite concordance des documents du dédouanement, c'est aussi pour que votre client puisse éviter ces faux frais de stockage, de magasinage qui viennent greffer son coût de production ou son coût de vente au produit. Voilà, j'espère que ceci est clair pour vous. Je vais laisser la main à Jaïd qui va vous faire un focus sur la partie bancaire, sur les modes de paiement, en espérant que ces éléments que je vous ai donnés sont assez clairs pour vous. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la réglementation algérienne cadre particulièrement le commerce extérieur et apporte assez régulièrement des réajustements qui permettent d'une part de rééquilibrer la balance commerciale du pays et d'autre part d'opérer une sélectivité sur les types de marchandises importées. Dans ce contexte, il est nécessaire pour un exportateur qui opère des transactions avec l'Algérie d'avoir une certaine maîtrise des règles régissant cette activité et aussi de bien choisir le mode de paiement utilisé, ce qui lui permettra de maîtriser les risques inhérents à chaque mode de paiement. Il est aussi très important de bien se faire conseiller, idéalement en s'orientant vers une banque qui dispose d'une représentation en Algérie, ou encore mieux, en ayant un contact direct avec l'une de ces banques algériennes. Durant cette présentation, nous allons voir quelques généralités sur la réglementation d'échange algérienne, quels sont les modes de paiement qui sont autorisés actuellement, l'utilisation des documents électroniques, qui est une nouveauté applicable depuis mars 2019, comment bien choisir le mode de paiement, quel est le schéma d'un paiement qui s'opère depuis l'Algérie, quelles sont les conditions pour le paiement des prestations de services, parce qu'il y a des spécificités relatives au type de paiement, que prévoit la réglementation sur les importations de marchandises destinées à la revente en état, et on apportera aussi quelques précisions sur les documents exigés. On commence d'abord par les généralités. Alors, premièrement, la convertibilité commerciale. Le droit de change de la monnaie nationale doit être posé par une transaction courante. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en Algérie, le dinar algérien n'est pas une devise librement convertible. C'est-à-dire qu'on doit systématiquement, dans une opération de commerce international, l'opérateur algérien doit systématiquement passer à travers une banque qui va jouer le rôle d'intermédiaire avec la banque centrale afin de convertir les dinars en devises et pouvoir payer les fournisseurs. On le verra d'ailleurs par la suite dans un schéma. Autre principe sur la réglementation d'échange, toute prestation de services ou marchandises payables à partir de l'Algérie doit être destinée exclusivement au territoire algérien. C'est-à-dire que si vous avez un opérateur ou un client qui se trouve en Algérie, il est impossible qu'il vous demande d'expédier la marchandise vers un pays tiers et que vous receviez le paiement à partir de l'Algérie. La marchandise ou le service doit être destiné au territoire algérien pour que le paiement puisse s'opérer. On entend aussi parler souvent de la domiciliation. Toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, c'est-à-dire une banque. La domiciliation est un préalable à tout paiement, transfert de fonds, engagement ou dédouanement. Alors, globalement, la domiciliation, c'est le moyen qu'a mis en place la Banque centrale pour suivre une opération de commerce international de bout en bout. C'est-à-dire que dès qu'un opérateur algérien souhaite faire une opération d'importation ou d'exportation,
il doit présenter quelques documents à sa banque qui va apposer un numéro d'immatriculation. Ce numéro d'immatriculation, il va suivre cette opération depuis son initiation jusqu'au paiement. Et donc ça permet de retracer l'ensemble du processus d'une opération pour voir si elle est conforme à la réglementation algérienne. On a aussi quelques spécificités, par exemple sur le paiement d'acompte. Alors, le paiement d'acompte pour un montant, il est autorisé pour un montant de 15% maximum et il doit être couvert par une garantie de restitution d'avance d'égal montant. Alors, il y a des exceptions qui permettent d'aller au-delà des 15%, mais il faut systématiquement passer par un accord préalable de la Banque centrale. Il y a aussi les incoterms utilisés. Alors, l'ensemble des termes commerciaux incoterms repris dans les règles et usances de la Chambre de commerce internationale peuvent être inscrits dans les contrats commerciaux, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions législatives ou réglementaires. Globalement, si on prend le code des assurances, on note un article qui indique que l'assurance liée au transport des marchandises doit être payée en Algérie. Donc, cet article, si vous voulez, il va à l'encontre du principe du CIF et du CIP. Donc, c'est deux incoterms qui ne peuvent pas être utilisés sur des opérations d'exportation vers l'Algérie. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelques spécificités sur le reste des incoterms. Alors, on utilise le plus souvent le FOB, le CPT, le CFR. Concernant l'ex-work, effectivement, c'est un incoterm qui est assez restrictif, mais qui pourrait être utilisé sous certaines conditions. La condition, c'est que l'opérateur algérien puisse payer l'ex-work directement en Algérie avec des dinars algériens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire appel à une société étrangère pour payer le rapatriement de sa marchandise. Sur les modes de paiement autorisés. Donc, aujourd'hui, on a 3 modes de paiement qui sont autorisés sur les opérations de commerce international. On a le crédit documentaire, la remise documentaire et le transfert libre. Pour le crédit documentaire, il a été mis en place en 2009, et donc en 2009, à travers la loi de finances complémentaire, il n'y avait que ce mode de paiement qui était autorisé. La loi avait exigé que toute opération de commerce international soit faite à travers un crédit documentaire. Alors, tous les types de crédits documentaires étaient et sont toujours autorisés, donc le revolving, le transférable, ça c'est des variantes du crédit documentaire qui sont toujours d'actualité. C'est un mode de paiement qui est soumis aux règles d'usance 600 de la Chambre de commerce internationale. Puis, en 2013, il y a eu des allègements sur les modes de paiement qui peuvent être utilisés. Donc, il y a eu la réintroduction de la remise documentaire pour les producteurs, c'est-à-dire pour l'importation de matières premières ou d'équipements. Ensuite, en 2014, il a été généralisé sur l'ensemble des importations. Tous les types de remises documentaires sont autorisés, donc aval avec aval, avalisation de la banque, contre une traite, contre une acceptation des documents et à vue. Alors, il faut comprendre que sur les remises documentaires et sur ce mode de paiement, il n'y a aucun engagement de la banque de l'acheteur à payer. C'est-à-dire que l'engagement de la banque porte à remettre les documents à l'importateur contre les conditions qui sont fixées sur le bordereau de transmission des documents. C'est-à-dire que si j'ai une remise documentaire qui est à vue, la banque de l'acheteur doit veiller à ne remettre les documents à son client que contre un ordre de virement. Dans le cas d'un paiement à échéance ou contre une acceptation du traite, elle ne peut lui remettre les documents que contre la signature de cette traite. Alors, c'est un mode de paiement qui est soumis au RUE 522 et une spécificité particulière. Donc, le paiement des remises documentaires qui sont à échéance ne peuvent être faites que contre un D10. Le D10, c'est le document douanier qui est établi par les douanes algériennes, qui permet de s'assurer que la marchandise elle a été mise à la consommation. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour pouvoir être payé sur une remise documentaire à échéance, c'est l'obtention de ce document qui prouve que cette marchandise a bien été acceptée par les douanes et qu'elle a été mise à la consommation. Ce qui peut créer un certain décalage ou une condition particulière. Pour le dernier mode de paiement, donc le transfert libre, il a été réintroduit en 2017. Donc, c'est depuis 4 ans. Pas de limitation de montant, contrairement à ce qui était fait avant, parce que
Avant 2017, c'était toujours un mode de paiement qui était autorisé, mais uniquement sur les prestations, sur les importations de prestations de services et uniquement avec un montant limité. Ensuite, en 2017, cette limitation est tombée et donc tous les modes de paiement sont autorisés. Alors, particularité aussi sur ce mode de paiement, le paiement ne peut être fait que contre délice. Alors, autant c'est un mode de paiement qui est assez simple d'utilisation pour l'acheteur parce que les documents ne transitent pas par canal bancaire, autant il y a un risque particulier pour l'exportateur parce que il remet les documents directement à son acheteur, il n'a pas forcément la certitude d'avoir un paiement derrière. Donc, il doit y avoir une totale confiance entre les deux parties pour utiliser ce mode de paiement. Mais on le verra en détail par la suite. Nouveauté pour 2019, pour 2020, il y a eu la réintroduction, il y a eu une nouveauté qui concerne l'utilisation des documents électroniques. Donc, vu qu'on a traversé une crise sanitaire assez particulière, où il y avait un manque de prestataires qui pouvaient envoyer des documents, il y a eu des confinements. Donc, la Banque centrale a diffusé le 19 mars 2020 une note qui permet justement d'utiliser les documents qui sont scannés. Alors, condition, les scans des documents originaux transmis par voie électronique sont désormais acceptés par les banques et les douanes. Les documents devront être transmis par email à la banque domiciliataire, suivi par un suivi d'authentification émis par la banque du fournisseur. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes dans une période de confinement, que vous n'avez pas la possibilité de transmettre les documents originaux, vous pouvez les scanner, les transmettre à votre banque, et votre banque devra les transmettre à la banque de l'acheteur sous certaines conditions. Par exemple, elle devra envoyer un SWIFT qui devra reprendre toutes les informations d'identification de l'opération et reprendre aussi des instructions qui sont claires. Le document de transport peut être établi localement parce que parfois, on a des réticences de certaines compagnies maritimes à utiliser des documents qui sont scannés. Donc, il y a eu des cas qu'on a vus où des opérateurs algériens ont été autorisés à reprendre ou à prendre possession du document de transport directement auprès de la compagnie maritime locale si elle est représentée localement. Pour permettre le dédouanement, la banque doit apposer un cachet de domiciliation sur l'ensemble des documents. Alors, historiquement, le cachet de domiciliation n'était apposé que sur la facture. Mais selon cette note, il est nécessaire d'apposer le cachet de domiciliation ou le cachet de la banque sur l'ensemble des documents pour certifier qu'on les a bien reçus à partir d'une banque. Alors, il est prévu que cette mesure reste applicable tant que la transmission des documents par courrier rapide n'est pas possible. Donc, pour le moment, on continue à l'appliquer s'il n'y a pas de possibilité de transmettre les documents par courrier rapide ou que le fournisseur n'ait pas la possibilité de le transmettre à sa banque par support physique directement. Alors, comment bien choisir le mode de paiement? Alors, si on reprend un petit peu les modes de paiement qu'on a vus tout à l'heure, on va aller du plus sécurisé au plus risqué pour l'exportateur. Alors, évidemment, la lettre de crédit confirmée, c'est le mode de paiement le plus sécurisé pour le fournisseur. Mais ça reste le mode de paiement qui est le plus onéreux, c'est le plus cher. Ensuite, on a la remise documentaire avalisée. Sur la remise documentaire avalisée, la banque prend aussi un engagement de payer, de couvrir tout risque inhérent à l'importateur. Dès lors qu'elle avalise la traite qui a été transmise par la banque du fournisseur ou de l'exportateur, elle prend un engagement à payer à la date prévue. On a aussi la remise documentaire à vue, c'est un mode de paiement assez sécurisé pour le fournisseur. Par contre, la contrainte qu'on peut avoir sur les remises documentaires à vue, c'est que une fois que les documents sont reçus au niveau de la banque de l'acheteur peut refuser de prendre possession de ces documents. Et donc, le fournisseur ou l'exportateur se retrouvera dans une situation où il devra rapatrier sa marchandise, ce qui pourrait causer des dommages. La remise documentaire à échéance devient un petit peu risquée dès lors que la banque n'a pas d'engagement et elle devient tributaire de la volonté de l'acheteur de présenter un ordre de transfert. Ajouté à cela, on a le document qui doit être présenté, le D10. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un document qui est obligatoire pour le paiement des remises documentaires à échéance ainsi que pour le transfert libre. Alors, le transfert libre, ça reste le mode de paiement le moins sécurisant pour le fournisseur dès lors que les documents sont transmis directement à l'acheteur.
il lui appartiendra de présenter les documents au niveau de sa banque pour apposer le cachet de domiciliation et, in fine, engager le processus de dédouanement et prendre possession de la marchandise. Une fois qu'il prend possession de la marchandise, euh, il devra présenter un ordre de virement à sa banque, mais à ce moment-là aussi, on devient tributaire de la volonté de l'acheteur à présenter cet ordre de virement. Alors, quel est le schéma d'un paiement depuis l'Algérie? C'est une question qui revient un petit peu assez fréquemment parce que, comme je le disais tout à l'heure, la Banque centrale joue un petit peu le rôle de régulateur et c'est elle qui convertit les devises. Donc, si on prend un schéma classique d'un paiement à l'international à partir de l'Algérie, euh, j'ai une opération d'importation qui a été faite par l'un de mes opérateurs. Donc, il a fait sa domiciliation et donc, il me demande, par exemple, sur une remise documentaire à échéance, d'exécuter un paiement. Donc, il me remet l'ordre de virement. Je prends possession de cet ordre de virement. Je vérifie l'ensemble des documents et la cohérence des documents. Avant d'engager un paiement, je dois d'abord avertir la Banque centrale, ce qu'on appelle une annonce en bourse. Et cette annonce en bourse doit être faite au moins 5 jours avant l'exécution du paiement. C'est-à-dire que je dois présenter un état à la Banque centrale, un état prévisionnel de mes besoins en devises à une date précise. Si j'ai un ensemble de paiements, par exemple, pour le 17 mars, je dois présenter à la Banque centrale au moins 5 jours avant un document pour dire que j'ai besoin de telle somme en devises à cette date-là. Donc, une fois que l'annonce a été faite, la Banque centrale prend ses dispositions justement pour préparer ce montant et pour préparer ces transactions. Un jour avant la date de valeur, je débite, je prends les fonds à partir de mon client, qui est l'importateur, je les transmets à la Banque centrale et la Banque centrale opère une opération de conversion. Donc, elle prend possession des dinars algériens et elle me donne en contrepartie des devises. Ces devises, on va les placer dans une banque étrangère en lui donnant une instruction de payer la banque du fournisseur ou la banque de l'exportateur. Donc, ce schéma résume un petit peu la situation que nous vivons un petit peu, c'est-à-dire que parfois, sur des remises documentaires, même si vous avez l'information de votre client en Algérie que le paiement a été initié auprès de sa banque, il peut y avoir un décalage de 5-6 jours entre la date de remise de cet ordre de transfert et la date de réception des fonds, qui est justifiée justement par l'obligation de passer par une banque centrale qui se chargera justement de faire la conversion des dinars en devises. Alors, une particularité, donc, sur les conditions de paiement de prestations de services. Alors, sur les prestations de services, si vous faites des transactions ou apportez des prestations de services en Algérie, c'est-à-dire que ce soit l'assistance technique, l'installation, la formation, etc., il y a certaines conditions d'éligibilité à respecter. Ce qu'il faut connaître sur les prestations de services, c'est qu'elles sont cadrées par deux principales instructions. L'une indique qui ouvre droit à l'importation de prestations de services en Algérie. Donc, globalement, aujourd'hui, l'importation de services ne peut être faite que par des opérateurs qui sont dans la production ou qui sont dans les services. Si j'ai une opération, enfin, si j'ai une industrie de production, j'aurais besoin d'assistance technique, j'aurais besoin d'installation. Si je suis, par exemple, dans les services, j'aurais besoin peut-être d'une sous-traitance. Et donc, il n'y a que dans le cadre de ces deux activités que la prestation de service est autorisée. C'est-à-dire que vous ne verrez pratiquement jamais une demande émanant d'un client algérien qui est dans le négoce ou la revente en état, qui vous demandera de lui établir une prestation en Algérie. Ce n'est pas autorisé par la réglementation locale. Donc ça, c'est une condition d'éligibilité. Ensuite, deuxième condition d'éligibilité, c'est toujours par cette instruction de la Banque centrale, c'est de rentrer, c'est de rentrer dans un certain cadre de prestations qui sont autorisées. Toutes les prestations ne sont pas autorisées. Et donc, cette instruction 0207, elle énumère, si vous voulez, les prestations de services qui peuvent être autorisées en Algérie. Si je prends des exemples, donc les opérations qui sont liées au transport sont autorisées. L'assurance et la réassurance, l'assistance technique, les opérations liées à la production, les opérations liées à la communication, la certification, la formation. Tout ça, c'est des prestations qui sont autorisées. Aussi, il y a des conditions de forme.
Donc, sur la facture, il y a certaines mentions qui doivent figurer. Donc, les noms des deux parties, la nature de la prestation, les détails de facturation, par exemple sur la quantité, quelle est la prestation qui a été faite, etc. Ensuite, pour exécuter ce paiement, il est obligatoire pour la partie algérienne de présenter à sa banque une attestation de transfert de fonds. Cette attestation de transfert de fonds, c'est un document qui est établi par l'administration fiscale et qui est donné à l'opérateur algérien. C'est une condition importante et on va revenir sur cette condition pour expliquer, par exemple, pourquoi je ne pourrais pas utiliser du crédit documentaire pour payer une prestation de service. Alors, la prestation, il y a aussi la présentation d'une attestation de service fait qui doit être établie par l'importateur. Donc, si vous voulez, si j'utilise un crédit documentaire alors qu'il y a certains documents qui sont ou qui doivent être établis par l'opérateur algérien, moi, en tant qu'exportateur, je perds la main sur le paiement du crédit documentaire. Parce que le principe du crédit documentaire, c'est de remettre des documents conformes contre paiement. Et si moi, je suis tributaire de mon client pour qu'il me remette des documents que je devrais présenter à sa banque, donc je perds l'intérêt d'avoir un crédit documentaire. C'est-à-dire que historiquement, même en 2009, quand il y avait le crédit documentaire comme seul mode de paiement autorisé, les prestations de services pouvaient être payées par transfert libre. Ensuite, on passe à la partie paiement des importations de marchandises destinées à la revente en état. Alors effectivement, il y a des réglementations assez restrictives sur cette partie parce que l'Algérie souhaite opérer une sélectivité sur les types ou les marchandises qui sont importées pour tendre plus vers les produits de première nécessité, vers les produits qui sont destinés à la production, les matières premières, que vers les produits finis qui ne sont pas peut-être nécessaires au regard de la balance commerciale du pays. Premier point, donc l'instruction 0517 qui a été mise en place en 2017. Alors, applicable sur toutes les opérations d'importation de marchandises destinées à la revente en état, ayant fait l'objet d'une domiciliation ou d'une expédition à compter du 22 octobre 2017. Obligation de domicilier et de constituer une provision de 120%, donc je dois mettre du cash collatéral d'une valeur de 120% au moins 30 jours avant l'expédition. La provision peut être constituée sur la propre trésorerie de l'importateur ou sur un tirage sur une ligne qui lui est allouée par la banque. Donc, il est possible d'avoir un crédit, ce qu'on appelle le préfinancement des opérations d'importation. Alors, il y a une exonération pour les importations sans domiciliation et les importations de revente en état, destinées à la production nationale. Donc, les matières premières ne sont pas concernées par ce dispositif, même si elles sont destinées à la revente en état. À titre d'exemple, si j'importe des granulés de plastique qui sont destinés à un industriel, alors que je ne suis pas moi-même un industriel, elle n'est pas soumise à cette réglementation. Additivement à cela, en 2021, on a eu à travers la loi de finances pour l'année 2021 une nouvelle réglementation qui concernait aussi les importations destinées à la revente en état. Donc, les paiements des opérations d'importation de produits destinés à la revente en état devront s'effectuer dans un délai minimum de 45 jours et maximum de 59 jours, à partir de la date d'expédition. Alors, vous me direz pourquoi 45 jours 45 jours, c'est le transit time maximum, si vous voulez, entre, par exemple, la Chine et l'Algérie. Et donc, ces 45 jours permettront aux douanes de faire des vérifications non seulement sur la facturation, mais aussi éventuellement sur la marchandise, afin d'éviter que le paiement ne soit exécuté avant qu'il y ait cette vérification. Pourquoi 59 jours? Parce qu'on a ce qu'on appelle une règle sur la dette extérieure et les importations qui sont destinées à la revente en état ne doivent pas excéder 59 jours à partir de la date d'expédition. Alors la loi, elle est applicable sur tous les modes de paiement, que ce soit crédit documentaire, remise documentaire ou transfert libre. Ne sont pas concernés par ce dispositif les produits stratégiques, les produits alimentaires de large consommation, les produits ayant un caractère d'urgence pour l'économie nationale, les produits importés par les institutions ou administrations de l'État, les produits importés par les entreprises publiques économiques, les opérations qui ont été domiciliées ou engagées avant 2021, donc avant la publication de cette loi, les expéditions effectuées
avant 2021. Sur ce volet-là, ce que j'aurais à dire, parce qu'il y a ces deux réglementations sont importantes, dans le sens où il y a, si vous voulez, sur une importation qui est destinée à la revente en l'état, on a d'une part, si je suis importateur, je dois d'abord aller auprès de ma banque, euh, opérer une domiciliation sur une facture pro forma, mettre du cash collatéral de 120% à cette dette-là, attendre 30 jours pour pouvoir initier l'expédition. Une fois l'expédition faite, on doit attendre 45 jours pour exécuter le paiement. Alors, il y a des avantages et des inconvénients sur ce mode de fonctionnement. Par exemple, l'avantage pour un exportateur, c'est qu'il a la garantie qu'il y a un cash collatéral qui est mis au niveau d'une banque tout au long de la transaction, depuis son initiation jusqu'à son paiement. Donc, ça transforme, si vous voulez, des modes de paiement qui initialement ne sont pas sécurisants pour l'exportateur en modes de paiement qui sont sécurisants pour l'exportateur. Moi, en tant que banque, par exemple, si j'ai une opération, si j'ai une domiciliation d'une opération d'importation qui est destinée à la revente en état, je bloque les 120%, le cash collatéral 120% à l'initiation de l'opération et je ne le débloquerai qu'au moment du paiement, c'est-à-dire pour justement exécuter le paiement. Et donc ça apporte une certaine sécurité, même si ça allonge, donc l'inconvénient, ça allonge les délais de paiement, mais on est sûr et certain que sur des modes de paiement tels que le transfert libre ou sur la remise documentaire où il n'y a pas d'engagement de la banque, l'exportateur a la certitude d'être payé. Alors, sur les documents exigés, on applique toujours la réglementation qui a été publiée en 2018. Donc, le certificat phytosanitaire ou vétérinaire est toujours obligatoire pour les importations de bananes, blé, orge, ail, viande, bovine et poissons. Il y a aussi l'autorisation technique préalable qui est demandée sur un certain type de marchandises, donc qui est délivrée par le ministère du Commerce, applicable sur les importations de produits cosmétiques, d'hygiène corporelle, toxiques ou présentant un risque particulier. Ou sur les produits toxiques. On a aussi le certificat de libre circulation qui est toujours d'actualité, qui doit être établi par une autorité dûment habilitée dans le pays d'exportation ou d'origine. Alors sur ce document, il a été bien précisé par le régulateur que c'est un document qui doit être établi par une autorité dûment habilitée. Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude de se diriger vers la chambre de commerce pour avoir justement ce fameux document qui permet de faire des exportations vers l'Algérie. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas le seul document qui pourrait être accepté par les banques algériennes ou par les autorités algériennes. Si un des ministères établit un document qui indique, parce qu'il faut revenir vers le principe de cette réglementation. Le principe de cette réglementation, c'est que ça doit attester que les produits à importer sont librement commercialisés sur le territoire de fabrication ou de provenance conformément au décret 12-203. C'est-à-dire que si j'ai un document qui reprend l'ensemble des mentions qui sont obligatoires, qui m'indique ou qui me certifie que cette marchandise ou ce produit est librement commercialisé dans le territoire de fabrication ou de provenance, j'accepte ce document, même s'il n'est pas établi par une chambre de commerce. Donc, on a fini par rapport à cette présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. On restera vraiment à votre disposition et n'hésitez pas. Je vous remercie. Bien, rebonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié la présentation, les conseils de nos experts et que les thématiques abordées ont pu répondre à vos attentes et à vos interrogations. Pour clôturer cette présentation et avant de laisser place à la partie questions-réponses, quelques mots sur Militaire Munch. Qui sommes-nous? Nos implantations dans le monde et notre offre de services. Quelques mots tout d'abord sur le groupe M&M. Donc, Militaire Munch est un groupe d'origine allemande qui a été créé il y a un peu plus de 140 ans, un groupe d'origine familiale créé par deux personnes, comme son nom l'indique. Et c'est un groupe qui a évolué dans les métiers du transport international et de la logistique. Implanté aujourd'hui en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, en CEI, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie centrale.
Nous employons environ 2000 collaborateurs dans le monde, répartis dans une trentaine de pays, au travers d'une centaine d'agences en propre. S'agissant de la France, MEM France représente aujourd'hui un peu plus de 270 collaborateurs. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un peu moins de 90 millions d'euros l'année dernière. Notre siège social est sur Halluin, à la frontière franco-belge. Et comme vous pourrez le constater, nous avons une couverture géographique assez globale en France, avec 10 agences, et notamment 2 agences aériennes, respectivement basées sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Lesquin. Nous sommes équipés d'un parc pour desservir le Maghreb, principalement de 300 remorques, pour la plupart remorques tolées, de dimension méga et équipées en suspendu. Notre panel de produits et services se décline en 5 groupes. En premier lieu, la route, en groupage et en camion complet, principalement sur les pays d'Afrique du Nord, mais également sur les pays de l'Est où le groupe est implanté. Une activité également d'affrètement, principalement intracommunautaire. Une activité aérien et maritime avec une organisation autour de départements RNC dans chacune de nos agences en France, mais également, comme j'ai cité tout à l'heure, 2 agences aériennes basées à Roissy-Charles de Gaulle et l'île Lesquin. Une activité douane également, en production interne dans la continuité des opérations de transport international à l'import comme à l'export, mais également une activité de vente du produit douane auprès de la clientèle externe au travers du conseil, d'accompagnement ou encore de la douane à distance. Et également des prestations ou des solutions de rail entre la Chine et l'Europe. S'agissant de l'Afrique du Nord, le groupe MEM est historiquement très implanté en Afrique du Nord, en Algérie bien entendu, au Maroc, mais également en Tunisie. C'est une région importante et stratégique pour nous. Nous y employons près de 200 personnes dans les 3 pays, avec un réseau en propre de 11 agences et un peu plus de 50 000 mètres carrés d'entrepôts, principalement sous douane. Notre force sur ces pays est de combiner l'expertise et le savoir-faire local avec les process, les SOP et les certifications d'un grand groupe. Nous proposons sur ces 3 pays à peu près tous les modes de transport, avec une très forte expertise sur le groupage. D'ailleurs, nos entrepôts sous douane en propre au Maroc et en Tunisie permettent de dégrouper les marchandises dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité. Pour revenir à l'Algérie, c'est un pays important et stratégique pour le groupe MEM et pour MEM France. Nous avons un peu plus de 15 années d'expérience avec l'Algérie, avec une étape importante fin 2016, puisque nous avons décidé d'y implanter une filiale, Militaire Munch SPA, dont le siège social est basé à Alger, dans le quartier d'Hydra, pour être précis. Et nous avons également ouvert dans la continuité une antenne sur Oran et un bureau sur Béjaïa. Notre organisation, s'agissant de la production et de l'exploitation des dossiers à destination de l'Algérie, nous sommes organisés autour d'un pôle d'expertise basé à Vitrolles, pour des raisons évidentes de proximité avec le port. Et ce pôle d'expertise gère pour le compte de l'ensemble des agences d'MEM France toute la production des dossiers, l'exploitation, mais également la relation avec les compagnies maritimes et les achats. Au-delà
de ce pôle d'expertise et ce pôle d'exploitation centralisé, bien entendu, le contact commercial avec nos clients se fait au travers de nos agences régionales en fonction du positionnement géographique de nos clients. S'agissant de l'offre de services déployée sur l'Algérie, nous avons une offre de services complète en proposant à peu près tous les modes de transport, l'aérien, bien entendu, la remorque RO, en s'adossant sur notre flotte de 300 remorques en propre, le conventionnel, mais également le FCL, donc le conteneur complet, et le conteneur de groupage. À cet effet, s'agissant du groupage, je précise que nous offrons un service de groupage hebdomadaire au départ de Marseille vers le port d'Alger et également un service de groupage bimensuel au départ du port de Marseille vers le port d'Oran. Nous proposons en parallèle des prestations de transport, toute une série de services complémentaires et de prestations liées principalement aux dispositions réglementaires en place en Algérie, l'étiquetage, le contrôle qualité, la consolidation de commandes, le stockage avant export et la gestion des visas. J'entends par visa les attestations de libre commercialisation et certificats d'origine. Avant de conclure, quelques mots sur une actualité importante pour le groupe MEM et nos activités sur l'Algérie et le Maghreb en général. Afin de renforcer nos positions sur le marché algérien et diversifier nos activités, le groupe MEM a tout récemment finalisé une opération de croissance externe avec le rachat des sociétés ITP et ITPL. Chacune de ces deux sociétés propose des services de transport et de logistique, aujourd'hui principalement sur l'Algérie, qui sont adaptés à leur spécialité sectorielle. En l'occurrence, les produits pharmaceutiques s'agissant d'ITP et la pièce automobile s'agissant d'ITPL. Je précise qu'ITPL possède une forte expertise dans l'étiquetage des produits à destination de l'Algérie. Et comme vous avez pu le constater à l'écoute de notre expert Sébastien Bibé, le bon respect des normes d'étiquetage pour les marchandises éligibles est une clé importante de la réussite d'une exportation vers l'Algérie. Pour revenir à ITP et ITPL, ces deux sociétés sont regroupées sur un site de 12 000 m² situé à Vitrolles, qui est équipé pour la partie ITP, donc pour les produits pharmaceutiques, d'une zone réfrigérée +2, +8 degrés et d'une chambre tiède de 3600 m². S'agissant d'ITPL, le site est équipé d'une zone de préparation de commandes et d'étiquetage. Voilà, cette intervention touche à sa fin et au nom de tous les participants et organisateurs de cet événement spécial Algérie, je vous remercie de votre participation et de votre écoute. Nos équipes commerciales, via nos agences régionales, restent bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos projets à destination de l'Algérie, mais également de tous les pays desservis par le groupe MEM. Place maintenant à la session de questions-réponses. Je vous souhaite une belle fin de journée.